Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous donner simplement quelques infos par rapport aux épisodes hors série comme celui-ci. Premièrement, je n'en ferai plus tous les 5 épisodes mais tous les 10 épisodes, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50. Ensuite, deuxièmement, je vais arrêter d'appeler ça des épisodes hors série, car la définition d'un épisode hors série, c'est un épisode qui n'est pas inclus dans la continuité des autres, alors que dans mon cas, les épisodes sont à la suite. Donc ce seront désormais simplement des épisodes spéciaux sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et qui sont assez gros à traiter, avec si possible quelques mises en scène. Après, ce ne seront pas que les épisodes spéciaux qui seront des épisodes longs avec beaucoup de taf derrière. Le meilleur exemple est ma vidéo analyse de Out of the Under Just One Key. C'est une grosse vidéo qui m'a demandé beaucoup de taf mais qui n'est pas un épisode spécial. Voilà, fin de cette mini parenthèse, place à la vidéo. Et oui, j'ai un plâtre car je suis encore tombé à voler. Voilà, s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires dessus. Bonne vidéo. Oui, une vidéo sur Marble Hornets en 2020, c'est possible. Bonjour et bienvenue à tous dans ce studio clic numéro 10. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans l'intro, nous allons parler de Marble Hornets. Cette vidéo est une critique / analyse de Marble Hornets, mais malgré ça, je vais surtout donner mon ressenti sur les différents épisodes et différentes scènes de la série, mais sans trop pousser l'analyse, et je vais survoler pas mal d'éléments. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une analyse vidéo par vidéo de Marble Hornets, comme le fait par exemple Nightman, avec des vidéos qui durent 1 heure ou plus. Simplement une vidéo de critique, un petit peu analytique sur certains moments. Voilà. Je vous le rappelle tout de même encore une fois, pour regarder cette vidéo, il faut bien entendu avoir vu Marble Hornets, c'est-à-dire la série dont on va parler maintenant. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez désormais quitter la vidéo. Bonne journée à vous. Marble Hornets est une web-série ou plus spécifiquement un ARG créé en 2009 par Joseph Delage et Troy Wagner. ARG est l'abréviation de Alternate Reality Game, jeu de réalité alternée. En gros, c'est une histoire ou un jeu de piste, ou un mix des deux raconté par l'intermédiaire d'internet. Donc par exemple, ça peut être une suite de vidéos postées sur une chaîne, ça peut être un compte Twitter avec un thread, ou un compte Facebook, ou n'importe quoi. Le principe de l'ARG est de raconter une histoire avec l'intermédiaire d'internet et se rapprochant le plus possible de la réalité pour que le spectateur soit réellement plongé dans l'histoire et que les sensations ressenties atteignent leur apogée. Bon, voilà, c'est très grossier, mais si vous voulez savoir en détail ce qu'est un ARG et savoir comment en créer un, je vous laisse le soin de chercher par vous-même. J'ai mis quelques liens intéressants dans la description. Marble Hornets est un ARG se déroulant sur 3 supports différents. La chaîne YouTube de Marble Hornets, tenue par Jay, le personnage principal. Le compte Twitter de Marble Hornets, tenu par Jay également. Et la chaîne YouTube Tuzerk, tenue par l'un, si ce n'est pas le principal antagoniste de la série. Les épisodes sont postés l'un après l'autre en tant qu'entries, entrées en français, et il y en a en tout 87, mais également bien sûr les vidéos de Tuzerk. Tout l'univers de la série est basé autour du personnage de l'opérateur, qui est un personnage commun avec le Slenderman, mais qui n'est pas le Slenderman. Et d'ailleurs, puisque la série fait partie presque de l'origine du Slenderman, beaucoup de codes et de caractères actuels du Slenderman viennent de l'opérateur. Personnellement, j'ai regardé la ARG assez récemment à l'aide de la fabuleuse chaîne de Marble Hornets FR qui a retranscrit, qui a sous-titré toutes les vidéos de Marble Hornets et de Tuzerk jusqu'à l'entrée 65. J'ai dû me débrouiller pour les dernières entrées, mais c'est quelque chose qui s'est révélé facile grâce à tous les sites de traduction automatique tels que Reverso, Lingui et bien sûr Google Traduction, même si on sait que ce dernier est un petit peu moins efficace dans la chose. Puis il reste toujours les sous-titres YouTube qui sont traduits, qui ont été faits en anglais et qui donc se traduisent automatiquement en français. Donc c'est cool. Bon, en réalité dans mon cas, je regardais l'ARG en sachant que c'en était un et je ne suis pas allé sur Twitter pour suivre l'ARG. Pour les besoins de cette vidéo, j'y suis allé bien sûr, mais tout ça fait que, je le sais bien, mon expérience était bien moins intense que lors d'un ARG qui se déroule en direct. Ce qui m'a directement marqué et m'a vraiment intéressé avec Marble Hornets, c'est que tu rentres directement dans le bain avec l'introduction et l'entrée 1. L'introduction te pose une situation très claire dans un format très simple, sur fond de voiture qui roule, c'est parfait pour instaurer une ambiance. Tu as l'histoire, le contexte, t'es plongé dedans, ça y est. L'entrée 1 est extrêmement courte mais juste infiniment efficace, car tu reconnais un format vidéo très brut, le gars se filme totalement n'importe comment juste pour montrer qu'il y a quelque chose de bizarre devant chez lui. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est la plus connue de Marble Hornets avec plus de 7 millions de vues à l'heure actuelle. Enfin bref, le contexte est posé et nous sommes là derrière notre écran en mode ah d'accord. Voilà, c'est exactement la réaction que j'ai eue devant la vidéo entrée 1. Puis on commence à voir apparaître les personnages. Déjà on connaît l'existence d'Alex, premier personnage dont on connaît l'existence dans la série, qui est
un personnage semi-principal et qui va en fait être présent tout au long de la série, que ce soit clairement ou en sous-entendu. Il est la cause de cette histoire car il était la première victime de l'Opérator. On commence de mieux en mieux à connaître également le personnage principal, Jay, auquel on s'identifie énormément durant tout le long des Androids. On connaît également rapidement l'existence de Tim et Brian, qui sont au début des personnages très peu présents, mais ils font partie des acteurs principaux plutôt vers la fin de la web-série. Donc au début on les verra pas trop, mais c'est normal. Voilà. Il y a deux types de vidéos dans la saison 1. Les vidéos d'Alex, qui datent de 3 ans auparavant, et les vidéos que Jay filme lui-même en mode vlog. Personnellement, j'adore l'entrée 1. C'est la première entrée et le premier élément de l'histoire. Celui qui va poser le contexte, le format. C'est cette vidéo qui crée l'univers de Marble Hornets. L'apparition de l'opérateur est quelque chose de bizarre, d'indescriptible. Elle vous prend de court et elle vous surprend. L'une de ces apparitions que je trouve l'une des plus géniales, c'est celle où le plan est fixe et il est dans le fond. Alex et Hector le prennent d'ailleurs pour Tim à ce moment. Cette apparition, je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve juste géniale. Rien ne bouge, tu vois juste le truc en fond qui ne bouge pas et c'est tellement terrifiant. Vous voyez l'humour absurde? Bah là moi je définirais cette apparition un peu comme de l'horreur absurde. C'est-à-dire que c'est bizarre, irréel, on ne comprend pas ce qui se passe et c'est terrifiant. C'est un peu à l'opposé des apparitions de la fenêtre et de la voiture que moi la première fois que j'avais vu les vidéos je n'avais même pas remarqué. Petit à petit les vidéos sont de plus en plus longues. 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Le format se développe. Jay commence à effectuer des sortes de vlogs urbex à l'intérieur de l'ancienne maison d'Alex. Il y a en tout 3 vidéos, je crois, de ce type. Et je les trouve pour la plupart plutôt vides et ennuyantes. Elles apportent énormément d'éléments en histoire, comme les médicaments, les dessins et puis bien sûr plus tard, Masky. En fait, ces vidéos sont très bien intégrées à l'histoire, car il est normal que dans la réalité, une personne dans cette situation filme tout ce qu'il voit pendant 7 minutes avant de partir et de poder la vidéo sur YouTube sans faire de montage. Mais malgré ça, on se fait tout de même parfois un petit peu chier. La saison 1 nous balance en fait plein d'indices, d'images, de situations très énigmatiques qui sont réutilisées et élucidées dans les saisons suivantes. C'est donc une saison où en même temps on est plongé dans un contexte que l'on a l'impression de comprendre, mais plus on avance, plus on se rend compte du nombre de choses qu'on ne sait pas et que l'on ne comprend pas. La saison 1 est la saison la plus ancrée dans l'aspect mystérieux, bizarre, étrange et inexplicable. C'est la saison avec le plus d'action et sûrement la plus flippante et c'est pour ça souvent que les gens ont tendance à préférer celle-ci. L'avant-dernière entry de la saison 1 est Jay filmant son écran de télévision. À la une du journal, une maison est en train de brûler. Jay nous dit qu'il s'agissait de son appartement. Cet événement est en réalité un point charnière de l'histoire, car c'est cet événement qui va forcer Jay à partir et à errer d'hôtel en hôtel par peur d'être suivi. Il va ensuite dans l'entrée 26 qui marque officiellement la fin de la saison 1, trouver une cassette avec une vidéo que je trouve magistrale, car je crois que c'est l'un des passages qui m'a fait le plus bader de la série. La vidéo que trouve Jay en regardant la cassette est une vidéo filmée par Amy, une fille qui semble être la copine d'Alex. On y voit Amy trouver la caméra et filmer l'appartement, puis ensuite Alex qui lui demande de ranger la caméra. Elle trouve qu'il a un comportement plutôt étrange, mais elle obéit tout de même, et part ranger la caméra. Fine. Get out right now. What is that? Jump out on the street. Get down to the street. Go. I'm going to be right behind you. Go. Cette séquence est juste terrifiante. Tout est calculé pour surprendre et faire peur dans cette scène parfaite. Bon, c'est aussi à partir de ce moment que nos repères temporels vont commencer, à partir en couille. On sait déjà que les apparitions de l'opérateur semblent avoir un effet néfaste sur la mémoire de nos protagonistes, mais là, cela atteint des sommets. Jay nous dit qu'il a oublié les 6 derniers mois. Il ne sait plus du tout ce qui s'est passé dans cette période. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment, on a en général un peu de mal à savoir quelle vidéo se passe à quel moment, ce qui rend le tout un peu bordélique, mais très énigmatique. C'est une particularité qui montre à quel point le scénario est bien construit. Les intrigues et les éléments narratifs sont gérés à la perfection. Par exemple, il y a un moment donné où Jay est dans un hôtel et il a un coffre-fort dont il ne connaît pas le code. Et qui, on le découvrira plus tard, contient plein de cassettes qui ont été placées par lui beaucoup plus tôt, en plein dans la période où il a tout oublié. Le tout ressemble à un puzzle que le personnage essaye de résoudre. Seulement, c'est un puzzle de sa propre vie. Beaucoup d'événements vont en fait être reliés à cette période de 6 mois. À ce moment, on a aussi la relation avec Jessica, nouveau personnage. Personnage que je trouve est très bien écrit et très bien joué. C'est une figure innocente qui génère de la pitié. Par exemple, le moment où elle pète un plomb devant Jay, c'est triste parce que tu la sens effrayée, stressée. Tu sens qu'elle n'est pas bien. Et ça génère de la pitié. Autant chez Jay que chez les spectateurs. D'ailleurs, souvent dans la série, Jay voudra aider Jessica qui va être bien plus d'une fois en danger. Assez rapidement, Jay va finir par retrouver Alex. Yes, enfin. C'est cool ou pas? En fait, on se rend compte assez vite que Alex a l'air bizarre, violent,
dangereux même. À un moment donné, Jay va retrouver une cassette montrant Alex et Brian dans un bâtiment abandonné. Or, au bout d'un moment, Brian semble se faire attaquer. Et on voit à la fin de la cassette Alex tirer Brian comme s'il traînait un corps inanimé. Pas cool le Alex. Donc déjà, ça a l'air moyen. Sinon, cela fait plusieurs fois que le personnage de Masky apparaît. Et c'est un personnage qui me fait bien bader, surtout dans cette scène. Masky est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire un personnage rendu fou par le Slenderman, et dans ce cas précis, par l'opérateur. Sous le masque se cache en réalité Tim. En fait, Tim, dont on fait amplement la connaissance dans la saison 3, est un homme sur qui la vie s'est acharnée depuis la fin du tournage de Marble Hornets. Problèmes de sommeil, hallucinations, hôpital psychiatrique, tout ce genre de problèmes. Il doit d'ailleurs prendre très souvent des médicaments. Mais ce que les médecins ne savent pas, c'est que tous ces problèmes sont causés par l'opérateur. En gros, tantôt nous avons affaire à Masky, une créature sous le contrôle de l'opérateur, tantôt nous avons affaire à Tim, un vieil ami d'Alex, aujourd'hui devenu un homme à la santé mentale fragile. Dans l'entrée 35, Jay retrouve Alex dans une maison abandonnée. C'est alors que surgit Masky. Alex parvient à le maîtriser et lui écrase le bras à l'aide d'une pierre. Jay est profondément marqué et c'est là qu'on commence à se demander, mais qu'est devenu Alex? Ce qui est donc intéressant, c'est de voir au fil du temps les événements qui vont inverser les rôles. On va comprendre que les intentions d'Alex sont mauvaises et qu'au final Masky n'est autre que Tim. Il y a une scène incroyable, l'une des plus légendaires même selon moi, dans la dernière entrée de la saison 2. L'entrée 52, où Alex va directement menacer Jay avec un gun, avec un putain de gun. Puis c'est Masky qui va au final sauver Jay. Cette scène est très connue et c'est un passage pour le coup très intense en termes de flip. Et puis c'est le moment où tu comprends qu'Alex s'est fait totalement happer par l'opérateur et que son but est de tuer Jay. Bon, on avait déjà compris qu'il était dangereux lorsqu'il avait totalement écrasé la tête d'un homme qui passait par là à l'aide d'un caillou. Mais là, il s'en prend carrément à Jay qui est un ancien ami. Après cet événement, Jay et Jessica arrivent donc à s'enfuir grâce à l'intervention de Masky. Ils repartent en voiture à l'hôtel, Jay avec lui toutes les cassettes et un disque dur qu'il a volé à Alex. Il dit alors à Jessica en arrivant à l'hôtel qu'il va mettre toutes ses cassettes et ce disque dur dans le coffre-fort de sa chambre avec le code 1102, qui est la fin du numéro de téléphone de Jessica. Donc là on comprend que cet événement s'est en fait déroulé avant que Jay retrouve son coffre-fort et qu'il oublie les 6 derniers mois de sa vie. Avec la suite de la vidéo, on comprend en fait que la saison 2 est en fait composée de toutes les cassettes qu'a retrouvé Jay dans son coffre-fort et qui correspondent à la période de 6 mois. On finit donc la saison 2 à peu près au même point qu'au début de celle-ci. À la fin de l'entrée 52, Jay explique qu'il va tenter de retrouver Alex, puis il nous dit qu'il a aperçu Tim dans le centre-ville. Cette saison 2 est démentielle. Déjà d'un point de vue narratif, mais également d'un point de vue d'acting et de mise en scène. Un scénario plus développé que dans la saison 1. Plus un jeu d'acteur qui nous fait passer par toutes les émotions. La saison 2 pour moi surpasse déjà la saison 1. La saison 1 est au final la plus réaliste car elle a un côté mystique et c'est également du coup la plus flippante. Mais la saison 2, qui réussit à rester crédible tout de même, construit une histoire incroyable. Certaines scènes de la saison 2 te marquent réellement, tellement elles sont intenses en émotion. Puis en plus de ça, on commence à comprendre la personnalité des antagonistes et des protagonistes. C'est d'ailleurs ce qui nous fait encore plus flipper car les personnages sont très bien écrits et imaginés. Bref, déjà en finissant la saison 2, j'étais déjà dans un état d'excitation plutôt dantesque. Passons donc à la saison 3 et plus particulièrement à l'entrée 53. Logiquement, vu qu'on vient de voir une saison qui nous racontait des événements passés au moment où elles sont racontées, la saison 3 devrait être une saison qui avance dans le temps. Donc oui, c'est le cas, enfin en partie, puisqu'il y aura toujours des petites vidéos à droite à gauche qui sont des cassettes déjà passées. Enfin, après je dis beaucoup que la saison 2 est beaucoup composée de cette façon, mais en fait c'est le principe de la série, donc toutes les saisons sont construites de cette façon. Après, la saison 2 en particulier, l'est de manière plus importante. La saison 3 commence par une entrée de 8 minutes dans laquelle Jay réussit à renouer contact avec Tim en le faisant croire qu'il veut finir le film d'Alex. Tim, comme je vous l'ai dit plus tôt, a de multiples problèmes de santé mentale. Mais il dit s'en être sorti. L'endroit où Jay retrouve Tim n'est autre que le cabinet de psychothérapie de la ville. Au final, Tim accepte donc d'aider Jay et lui dit même qu'il possède encore des vieilles cassettes Making of de Marble Hornets. Encore des cassettes! Yes! On va donc avoir deux groupes qui vont se former. Alex et Tim qui vont s'allier contre Alex et l'opérateur accessoirement. Il y a un autre personnage dont je n'ai pas encore parlé que l'on aperçoit pour la première fois dans l'entrée 45, si je ne me trompe pas. Ce personnage, c'est Woody, un autre proxy du Slenderman. Pour le coup, on apprend la véritable identité de Woody, c'est-à-dire Brian, à la toute fin de la série. Mais bon, de toute façon, c'est un mécanisme plutôt prévisible déjà dans les débuts de la saison 3. Et donc ce personnage d'Woody va être un pion de l'opérateur jusqu'à la fin. Il va réaliser multiples coups de pute, dont certains qui m'ont bien marqué, comme notamment l'entrée où il vole les médicaments de Tim. C'est juste terrifiant. Et je pense que c'est une des entrées qui fait également partie des celles qui m'ont le plus marqué. Mais Woody, comme je l'ai dit plus tôt, va également être présent dans pas mal d'autres entrées. Pour le coup, ce que je trouve un petit peu dommage avec ce personnage d'Woody, c'est son costume, entre guillemets. Une simple cagoule, c'est très simple. J'aurais aimé un petit truc original, un peu comme le masque de Masky. Mais bon, parlons un petit peu des lieux où l'histoire se déroule. Car là aussi, on est assez diversifié.
Autour de la saison 2, le lieu iconique était plutôt Rosewood Park. Mais vers la fin de la saison 3, l'action se déroulera plus vers Benedict Hall. L'une des plus grosses particularités de Marble Hornets, c'est également le fait qu'il y ait beaucoup de lieux abandonnés, totalement incroyables, qui participent activement à l'histoire. Bon, c'est bien évidemment un caractère très fréquent des ARG, mais pour le coup, Marble Hornets est très imprégné de cette culture de l'abandonné, ce que je trouve génial et magnifique à l'image. Ça donne également une ambiance bien particulière, reconnaissable entre mille. Benedict Hall est, je trouve, le lieu le plus incroyable avec ce labyrinthe de couloirs, tunnels et ses escaliers d'hôpital. C'est vraiment un lieu avec une atmosphère particulière qui donne des frissons. Et bien évidemment, le tunnel qui est juste mémorable. Cette scène, putain, incroyable. Dans l'avant-dernière entrée, Woody chute d'un escalier et s'écrase au sol. C'est là que l'on découvre sa véritable identité. Le fonctionnement de l'opérateur est donc plus compréhensible désormais. Alex semble tuer ses victimes, puis celle-ci se transforme en proxy, mais ça c'est le cas de Brian uniquement. Car pour Seth, Jessica et Jay, ils ne deviennent pas des proxys après leur mort. Ou en tout cas, on ne les voit pas. Et pour Tim, c'est un cas spécial, car il est tantôt un proxy, tantôt lui-même. Et en plus de ça, il ne s'est jamais vraiment fait tuer par Alex. J'en conclus personnellement que l'opérateur peut rendre fou ses victimes, ou les rallier à son camp, ou bien il peut emmener les personnes mortes dans une sorte d'autre dimension. C'est là que se trouve Jay lorsque Tim la retrouve dans une copie conforme de sa maison. Alex se charge lui d'offrir les corps à l'opérateur, tels des sacrifices. Parlons maintenant un petit peu de la mort de Jay, qui est bouleversante. Il est beaucoup plus dur qu'on ne le croit de faire mourir un personnage dans une série, et surtout à la fin de celle-ci, et encore plus quand il s'agit du personnage principal. Il est assez fréquent d'être à fond dans une série, d'être tellement accroché à l'histoire que l'on ne pense qu'à ça, d'être extrêmement attaché au personnage, et que d'un seul coup, l'un demeure. On ne se sent pas très triste, on est plutôt en colère, soit parce que le personnage n'a pas la mort qu'il mérite, ou soit car il meurt au mauvais moment, ce qui peut nuire de façon très mauvaise à la suite du scénario. Enfin bref, sa mort est mal faite, et donc elle nous rappelle violemment que l'on regarde une fiction, et que tout ce que l'on voit n'est pas réel et a été orchestré. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais mine de rien, cette sensation est la sensation qui va le plus empêcher d'apprécier une œuvre fictive. Ce genre de création, film, série, web-série, est censé te faire ressentir des émotions, te raconter une histoire bien ficelée pour que tu aies au moins l'illusion d'y croire. Or quand c'est mal fait, l'effet est balayé et c'est très dur de le faire revenir. Mais dans Marble Hornets, la mort de Jay, qui est tout de même le personnage principal quand même, est déchirante. Elle survient lors de l'entrée 80, alors que notre cher Jay est en pleine exploration de Benedict Hall, il tombe sur Alex, armé d'une arme à feu, qui va tirer sur Jay une seule fois avant que celui-ci ne réussisse à s'enfermer dans une pièce. Malheureusement, Jay est touché et il semble être gravement blessé. Puis l'opérateur arrive et là... Jay a disparu. Il est très certainement mort. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il reste toujours Tim, qui est le dernier à pouvoir se battre contre Alex et l'opérateur. Tous nos espoirs de spectateurs auraient pu s'effondrer avec la mort de Jay, mais il en reste encore une once, grâce à Tim. Et c'est finalement lui qui réussira à venir à bout d'Alex dans l'entrée 86. C'est une conclusion magistrale dans une poursuite suivie d'un combat épique qui pousse le suspense à son comble. L'histoire a atteint son apogée, mais il reste encore l'entrée 87. Je ne vais pas te cacher que j'ai beaucoup de mal à interpréter cette dernière entrée. Je tiens à préciser que j'ai préféré n'aller voir aucune vidéo, aucun forum, aucun post parlant d'interprétation de Marble Hornets, pour la simple raison que je voulais donner l'avis le plus propre à moi possible. Donc, l'entrée 87. Elle commence par Tim, qui roule avant de s'arrêter devant un bâtiment où il jette son masque de masquis avant de retrouver Jessica, qui n'est donc visiblement pas morte. Elle a donc peut-être réussi à s'échapper de la dimension de l'opérateur. Tim lui demande si tout va bien, elle répond que oui, mais il comprend qu'elle suit désormais un traitement semblable à celui de Tim. À la fin du dialogue, Tim se met à avoir une toux sévère et Jessica demande si tout va bien et si elle doit appeler quelqu'un. Mais la caméra s'arrête là. On reprend quand Tim est en train de rouler, s'arrêtant sur une bande d'arrêt d'urgence avec sa boîte de pilules avant que la vidéo ne coupe et que la web-série se termine. Définitivement. Un texte apparaît à la fin disant « Tout va bien ». Fin de Marble Hornets. Cette scène se passe d'après moi peu de temps après l'entrée 86, car Jessica demande à Tim des infos sur Jay, ce qui fait qu'elle n'est encore au courant de rien. D'ailleurs, Tim lui répond simplement qu'il a préféré partir. Puis ensuite, je ne sais pas trop quoi penser de la sévère toux de Tim, puis de la coupe brutale. En fait, lorsque l'on renvoie Tim sur la route, après j'ai l'impression d'entendre une sirène de police en fond. Je passe peut-être pour un gros con, mais écoutez bien. Alors, j'ai donc une théorie. Soit c'est une théorie déjà validée depuis des années, soit je dis de la merde. N'hésitez donc surtout pas à me le corriger dans les commentaires. Je pense qu'après que Tim ait tué Alex, ses symptômes se sont aggravés et l'opérateur a continué à exercer une pression de plus en plus grande sur lui. Devenu fou, il est donc recherché par l'hôpital psychiatrique qui dans ces cas-là fait appel à la police. Il peut simplement dire au revoir à Jessica
avant de repartir en cavale poursuivi jusqu'à la fin de 7 jours par l'opérateur qui ne cesse de faire de sa vie un enfer. Si c'est ça, je trouve ça incroyable et cela rend l'ARG sublime à mes yeux. C'est pourquoi je voulais tout de même partager cette interprétation avec vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était cool.